Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Bonjour Julien, merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Salut. Salut. Je tiens à remercier Stan Massuera, qui est directeur Sales IMIA chez Intercom, qui nous a mis en relation. Merci beaucoup Stan. Julien, tu es product designer chez Intercom. Tu as un site web www.julienzmiro.com, zmiro.com, qui met en avant d'ailleurs quelques case studies qui sont super intéressants. Donc j'invite déjà les auditeurs à consulter ton site et à lire notamment des articles sur le redesign de Messenger, dont on va parler, la data visualisation aussi, article hyper intéressant, qui donne d'ailleurs des idées sur comment mieux organiser et comment être focus davantage sur les messages plus que data driven. Ton article qui est paru d'ailleurs sur le blog d'Intercom qui s'appelle Unflattening Design. Bref, une série en fait d'articles hyper intéressants. À nouveau, on aura les références qui seront dans l'épisode. Alors pour reprendre un peu sur ton parcours, ça fait plus de 11 ans que tu travailles. T'as été longtemps web designer pendant pratiquement 6 ans, d'abord en agence chez Area 51 Studio, puis chez Senior Planet et en 2010 chez Photobox pendant pratiquement 2 ans. Alors web designer, concrètement, ça veut dire quoi? C'est que tu t'occupais de toute la partie charte graphique, de la création ou de la refonte de sites. Donc c'était très orienté front, il y avait de l'intégration HTML et CSS que tu faisais, je pense. Ouais, exactement. Ouais. De l'emailing, il y avait aussi des outils de création à destination des utilisateurs. Bon, ça c'était plus pour Photobox. En 2012, tu te lances en tant que freelance UX UI avant de rejoindre PayPal comme designer en 2013. Tu resteras pas très longtemps chez eux, 7 mois, je crois, en tout, le temps de lancer un projet de carte prépayée pour le marché turc. Avant de continuer en tant que designer donc dans la startup QNB qui est spécialisée dans la data visualisation. La startup va se faire racheter en novembre 2014 et toi tu vas rester jusqu'en juin 2015 et en septembre 2015 tu rejoins donc Intercom en tant que product designer à Dublin. C'est ça ? Exactement, parfait, okay. Ouais. C'est toujours le challenge de faire la présentation des invités. Plus le parcours est long, plus il y a moyen de se rater, mais bref. ouais, ça commence à faire long, 11 ans, ouais. Intercom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de messagerie client qui vise essentiellement à faciliter la communication entre les entreprises et leurs clients prospects. Alors le credo d'Intercom, c'est vraiment making internet business more personal, qu'on pourrait traduire un peu approximativement en français par rendre le business sur Internet beaucoup plus personnel. Donc c'est intéressant parce que depuis le lancement d'Intercom, donc qui a eu lieu en 2011, il y a eu quand même pas mal de services de messagerie, notamment Facebook Messenger ou d'autres qui se sont un peu accaparés le marché business, là où avant ils étaient très orientés sur les utilisateurs, comme marché B2C. La plateforme Intercom, elle est articulée autour de trois produits principaux qui répondent à 3 problématiques de vos audiences principales. Il y a l'acquisition de nouveaux clients, donc qui est surtout orienté sales, pour les équipes sales. La partie engagement avec les clients, qui est là beaucoup plus orienté marketing. Et le 3e pendant, qui est apporter du support aux clients, donc plus pour les équipes support. Alors comme je le disais, la startup a été créée en 2011, il y a par 4 Irlandais, donc cofondateurs. Il y a Ewan McCabe, le CEO. Il y a Des Traynor, qui est le Chief Strategy Officer. Kieran Lee, CTO. Et David Barrett, qui s'occupe de toute la partie engineering. Alors, Intercom, on entend assez parler, en tout cas clairement dans le monde des startups. Ça représente quand même plus de 30 000 entreprises qui utilisent Intercom un peu partout dans le monde. Je crois que vous êtes plus de 600 employés qui sont répartis entre San Francisco, Londres, Chicago,
Dublin et Sydney. Il y a eu quand même pas mal de gros milestones en termes de produits. Donc il y a Messenger qui gère, je crois, plus de 500 millions de conversations par mois. Il y a l'App Store avec de nombreuses intégrations. C'est intéressant parce que je parlais avec Mayamet d'Aircall, donc qui parlait justement de l'intégration d'Aircall au sein de la plateforme. Opérateur, que tout le monde connaît, qui inclut, et c'est ça qui est vraiment intéressant, les TaskBot, CustomBot, qui ont été lancés il y a pas longtemps. Et là, depuis octobre, c'est AnswerBot, donc qui est vraiment le dernier né des bots. AnswerBot, concrètement, ça permet quoi? Ça permet de répondre automatiquement aux questions des utilisateurs. Reprends-moi, qui permet qui permet de répondre aux questions des utilisateurs automatiquement, donc avec du machine learning. Les stats que j'ai vus à date, ça répond environ 29%, on va dire un tiers des questions qui sont posées, et ça réduit le temps de réponse de quasiment 44%, ce qui est juste monstrueux. La startup, pour terminer un peu ma présentation, a levé plus de 240 millions de dollars, dont une récente levée de 125 millions de dollars en mars de cette année par Mary Meeker de Kleiner Perkins. Et c'est intéressant parce que votre fondateur, justement, a posté un message pour expliciter un peu à quoi va servir tout cet argent, ce nouvel argent. Et en gros, il disait, il y a vraiment 3 axes. Un, c'est continuer d'améliorer les produits, et notamment avec la maturité du marché, vous adressez de plus en plus ces grandes entreprises. Donc, qui dit grandes entreprises dit problématiques spécifiques aux grandes entreprises que n'ont pas nécessairement les petites ou les moyennes. Donc, travailler les produits, investir à fond en R&D, et continuer de travailler effectivement sur AnswerBot, qui est a priori le futur d'Intercom autour de l'automation et dans tout ce qui tourne autour des bots. Donc voilà, grosse présentation. On va discuter maintenant. Première question de la part d'un ancien Dublinois, ça fait quoi justement Dublin après pratiquement 3 ans maintenant? Ouais, moi c'est une super expérience. J'adore Dublin. Je sais que c'est assez clivant comme ville. Je pense il y a pas mal de Français qui soit détestent Dublin pour plein de raisons, la météo, enfin soit adorent Dublin. Moi, je suis du côté de ceux qui adorent Dublin. Ouais, je suis super content. La ville est, je sais pas, la qualité de vie en fait est super sympa, je trouve. La ville est toute. Moi, je viens de Paris. J'ai passé toute ma vie à Paris, et donc comparé à Paris, la ville est toute petite. Je fais pratiquement tout à pied, donc j'ai pas de métro, transport en commun, de choses comme ça. Il y a, je sais pas, les gens sont sympas, ça c'est vrai, c'est pas un mythe, les gens. Ouais. Non, les gens sont sympas, et puis voilà, la météo c'est pas si mauvais que ça, ça va. T'es dans quel coin? Alors, les bureaux d'Intercom, nous, on est vraiment au centre-ville, on est à Stevens Green. Ah ouais. Donc c'est le grand parc qui est au centre-ville. Ouais. On a les bureaux vraiment juste en face du parc, on a les fenêtres sur le parc. Et moi, j'habite à 10 minutes, j'habite en fait de l'autre côté de ce parc-là, à 10 minutes à pied, donc c'est vraiment top. Le matin, je traverse le parc pour aller au travail, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est rare que, généralement, les grandes entreprises, alors je dirais pas Apple, mais Facebook, Google & Co. sont plus du côté des quais. Donc là, c'est, historiquement, vous êtes vraiment côté, vous êtes dans la ville. Ouais, on a vraiment de la chance parce que j'habitais justement près des bureaux de Facebook, du côté des quais. Ouais. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu excentré quand même. Et là, non, vraiment, l'emplacement est top. C'est super vivant comme quartier et tout. D'accord. Donc tu te vois encore quelques années à Dublin chez Intercom. La météo n'aura pas eu raison de toi. Non, ouais, en tout cas, ça sera pas la météo qui me fera partir. Hein. Ça c'est sûr, ouais. D'accord. Pour commencer, justement un peu sur Intercom, comment s'est passé ton process de recrutement? T'étais chez QNB, t'étais designer chez eux. Comment tu connaissais déjà l'entreprise? Comment s'est passé le process de recrutement à proprement parler? Ouais. Je connaissais Intercom parce qu'en fait, on était client d'Intercom chez QNB, et c'est le cas en fait de beaucoup d'employés d'Intercom. C'est des gens qui travaillent pour des startups, enfin beaucoup de gens qui travaillent pour des startups, qui utilisent Intercom, qui ont découvert le produit et l'entreprise comme ça. Et moi, c'était le cas. On utilisait Intercom. Je trouvais ça assez magique quand je bossais dans une startup, de pouvoir parler à nos clients, d'avoir des feedbacks comme ça. C'était assez magique. Du coup, le produit était vachement intéressant pour moi. Et le process de recrutement ensuite, alors j'avoue, je crois que j'ai eu mon premier call en fait avec Emmett Connolly, qui est directeur design chez Intercom, qui venait de rejoindre Intercom, qui commençait à recruter, à monter une équipe.
Et très vite, en fait, je crois que je pense que c'est un process assez classique, hein, mais j'ai eu un exercice de design à faire en remote, et ensuite on m'a fait venir à Dublin pour une journée super intense. Super intense d'interviews. Je crois que c'était de 9h à 16h, des 5 ou 6 interviews. C'était assez intense, mais c'était top. Je me souviens que le jour des interviews, j'hésitais encore un peu. Je me disais Dublin, je suis pas sûr. Et j'ai eu une interview avec Des Traynor, justement, l'un des cofondateurs, qui m'a parlé, qui m'a expliqué un peu la mission d'Intercom, leur vision, etc. Et enfin, une demi-heure après, j'étais au taquet. Ouais, je voulais partir tout de suite. C'est assez impressionnant. Ouais, là. Donc c'était vraiment, t'as bougé, t'avais pas comme plan depuis Paris de bouger à l'étranger. De toute façon, c'est l'entreprise et cette opportunité-là qui a fait que tu t'es décidé. Ah ouais, non, pas du tout. Le truc marrant, c'est que je venais de m'installer dans mon nouvel appartement à Paris. J'ai passé une semaine dedans et je suis parti, quoi. Donc, je planais, je prévoyais vraiment pas du tout de partir, ouais. Ok. Donc, t'as rejoint l'équipe il y a 3 ans, maintenant. Quelle est l'évolution que tu as pu constater au niveau de l'équipe et au niveau de l'entreprise de manière générale au cours de ces 3 dernières années? Ouais, plein de changements. Des changements assez simples à voir, comme la taille de l'équipe, évidemment. Moi, quand je suis arrivé, on était 5 product designers. Aujourd'hui, on doit être une vingtaine à peu près. Enfin, et ça, c'est le product design, mais globalement, tous les domaines ont énormément grossi. Les sales en particulier, on a beaucoup plus de sales maintenant qu'avant. Donc, ces trucs-là qui sont assez faciles à voir. Et puis aussi des trucs assez marrants, des trucs un peu plus, je sais pas, sur les valeurs dans l'entreprise, les principes, etc., qui changent forcément avec le temps. Donc c'est pareil. Et puis moi aussi, les choses que j'apprends, etc. Donc moi, comme l'entreprise, en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup évolué en 3 ans. C'est intéressant. Ouais. On peut revenir déjà sur des chiffres. Quand t'es arrivé, vous étiez combien alors, tu m'as dit 5 product designers. De manière globale, au niveau produit, c'était combien de personnes et de la boîte? Tu sais à peu près? Ouais, alors la boîte, on devait être 120 à peu près quand je suis arrivé. Produit... J'aurais du mal à dire, mais on est tous dans une petite salle de réunion. Je me souviens, on avait nos réunions produits dans une petite salle, donc on devait être, je sais pas, une dizaine. Nos réunions produits avec Paul Adams, le VP de produit, on devait être une dizaine. Et aujourd'hui, là, on tient plus. On doit être en produit en tout, on doit être une 60aine à peu près. 60. T'inclus les développeurs ou pas? Non, Okay. c'est designer, PM. Research, analytics, grosso modo c'est ça. Ok. Avec les ingénieurs, en gros, c'est ce qu'on appelle le groupe R&D. D'accord. J'ai aucune idée, mais je pense qu'on doit pas être loin des 300 à mon avis, un truc comme ça. 250 peut-être, je sais pas. La moitié des effectifs au global, quoi. À peu près, je pense, ouais. Et en termes de répartition, vous êtes, je pense que, de ce que j'ai lu, il y a un gros développement qui se fait notamment à San Francisco. C'est quoi la pondération entre les US et puis l'Europe, on va dire? Ouais, ça aussi c'est pareil, c'est un des gros changements, c'est que au départ, moi quand j'ai rejoint Intercom, presque tout, en tout cas toute la R&D était à Dublin, parce que c'est vraiment, c'est une entreprise irlandaise, c'est là que tout a commencé, et donc toutes les équipes produits étaient à Dublin, et on avait en gros quelques sales, un peu d'administratif à SF. Et depuis 1 an environ, on a commencé, je pense un des plus gros changements auxquels on a fait face, et on a commencé à ouvrir des bureaux ouvrir un bureau à Londres en fait déjà, et à vraiment avoir des équipes produits à SF. Et du coup aujourd'hui on a en gros tout ce qui est bot, pratiquement tout ce qui est chatbots qui est un peu à Londres, pour résumer en gros, reporting et chatbots qui sont un peu à Londres. Tous nos produits core, donc en gros notre inbox, notre outil pour envoyer des messages, qui sont à Dublin, et à San Francisco on a le Messenger. Maintenant on a bougé le Messenger à San Francisco en gros. Donc c'est à peu près ça la répartition. Assez intéressant. C'était c'est une question. C'était Maya qui l'avait posée d'ailleurs justement pour revenir sur elle sur quel est le meilleur choix de répartition géographique des équipes produits? Est-ce que tu associes par exemple une localisation avec une fonctionnalité, ou est-ce que c'est complètement décentralisé? Enfin, c'est des questions qui sont dans l'air mais qui sont pour le coup hyper intéressantes. Est-ce que tu commences à sentir
une orientation US-centrique ou pas? Un des gros sujets, quand tu bosses dans une boîte aussi internationale, c'est quand ça vient des États-Unis, généralement, il y a le mindset américain qui fait que d'abord on l'adapte aux US et puis en gros, on verra les déclinaisons locales un peu plus tard, un peu folkloriques. Étant une boîte cofondée par des Irlandais, est-ce que vous gardez quand même, t'as l'impression que ça garde quand même cette culture européenne et c'est juste un pendant qui est développé aux États-Unis? Ou tu sens que ça devient de plus en plus perméable et que c'est en gros US-centric first et puis l'Europe ensuite? Non, pas du tout. Je sais pas trop à quoi c'est dû, parce que ça, enfin, il y a quand même beaucoup de points communs entre l'Irlande et les États-Unis. Enfin, il y a quand même une histoire proche, et je pense qu'en termes de mentalité, la plupart des gens qui sont ici viennent ont bossé aux États-Unis chez des grosses boîtes américaines, Facebook, etc. Donc, je pense qu'ils ont cet état d'esprit-là déjà. Et en plus de ça, c'est vrai qu'Intercom, en plus, c'est un peu particulier parce que notre Messenger, on a des problèmes de localisation, etc. Mais sur tout le côté, le back-office, en fait, on n'a pas de localisation, on fait tout en anglais, on n'adresse pas vraiment il y a pas un marché qui est plus important qu'un autre, vraiment. Et du coup, non, c'est pas vraiment des problématiques qu'on a, j'ai pas l'impression, en tout cas. D'accord. Ok. Là, t'es product designer, t'es senior product designer ou product designer, et ton équipe vraiment concentrée autour de toi, c'est qui et combien de personnes? Ouais, alors moi je suis product designer. On a, alors, je sais pas combien d'équipes on a en fait. On doit avoir pas loin de 10 équipes produits. D'accord. Et en fait, une équipe produit, c'est en gros un PM, parfois deux, ça dépend. Nous, en fait, l'équipe dans laquelle je suis, on est un peu spécial parce qu'on est une très très grosse équipe produit. Donc, on a eu longtemps 2 PM, on a eu longtemps 2 designers. Mais en général, c'est un designer, un PM, et on a environ 5-6 développeurs pour chaque équipe. Et nous, c'est pareil, on est un peu gros, donc on a un peu plus d'une dizaine de développeurs. Mais ouais, c'est donc en tant que designer, tu travailles vraiment avec ton équipe produit plus qu'avec le groupe design en fait. D'accord, ok. Et toi, en l'occurrence, ton scope, c'est quoi? Alors moi, je suis dans une équipe qui s'occupe, en gros, du job d'acquisition. En fait, Intercom à la base, ça a vraiment été pensé pour faire du support, du customer support. Et donc, là-dessus, on le fait très bien. On a plein d'outils pour ça. On est assez reconnu pour ça. Et il y a 1 an et demi environ, on a commencé à réfléchir au marché des sales, en fait, et notamment d'acquisition de customers. Et du coup, il y avait plein de gaps en fait dans le produit, des choses qu'on n'avait pas, des choses qu'on faisait mal pour ce use case en particulier, et du coup on a monté une équipe, on a fait un petit projet spécial en fait pendant quelques mois. On était une toute petite équipe à bosser de façon assez intense sur quelle fonctionnalité on a besoin, etc. Et ça a donné naissance à une vraie équipe. Et qui s'occupe vraiment de Intercom pour les sales en gros. T'as travaillé sur ce projet un peu exploratoire, toi? Ouais. C'était pas vraiment exploratoire, c'était vraiment un projet. En fait, c'était une initiative lancée par le CEO Owen, qui a dit un jour à Wallens, faut qu'on s'attaque à ce marché, et on a décidé que la meilleure façon de le faire, c'était de se donner une timeline, de mettre une petite équipe dessus, et c'était pas vraiment exploratoire, on savait qu'on voulait arriver à quelque chose au bout des 3 mois, mais c'était plus vraiment une façon différente de travailler, beaucoup plus rapide que ce qu'on a l'habitude de faire, avec un groupe de personnes qui était pas vraiment une équipe produit, qui était un peu des gens de différentes équipes donc c'était assez intéressant, assez intense, ouais. T'as bossé vraiment sur un peu tous les sujets stratégiques d'Intercom. Il y a le premier projet sur lequel j'aimerais qu'on revienne, qui est le redesign de Messenger, donc un projet long. Il y a j'aimerais bien que tu reviennes aussi après sur Messenger Patterns. Donc ça, c'est un des articles que j'ai lu, qui est un peu, je pense, la première pierre à l'édifice de comment on crée de la cohésion, comment on arrive à documenter sur Messenger pour faciliter justement le travail des autres équipes, et j'imagine de l'équipe App Store. Plus là, les sales. Comment, si on repart du premier, le redesign de Messenger, qui depuis a évolué puisque maintenant on est avec Answerbot, etc. C'est un projet qui a été long, je crois que c'était environ 1 an, vous étiez 18 personnes impliquées dedans, 3 designers, ça faisait à peine quelques semaines que t'étais arrivé. Tu peux en parler un peu?
Ouais, bah c'est vrai que je pense qu'à l'époque je me rendais pas trop compte, mais aujourd'hui quand j'y repense, c'était assez. C'était Ouais, enfin majeur. on a vraiment jamais retravaillé de cette façon chez Intercom. Je sais pas si c'était une bonne chose ou pas en fait qu'on ait fait le projet de cette façon, parce qu'on a vraiment travaillé pendant un an, 18 personnes dessus, un peu moins d'un an, 9 mois, 10 mois, 18 personnes sur ce projet. Et c'est vraiment pas dans nos habitudes de travailler comme ça. On est vraiment en général 4-5 personnes, 5-6 personnes pendant 6 semaines maximum sur des projets. Et là, c'était vraiment assez spécial. Et ouais, moi, à l'époque, je pense que je me rendais pas trop compte en fait, mais c'est juste que c'est un projet qui m'a passionné dès que je suis arrivé chez Intercom. Et juste eu de la chance d'être dans cette équipe, d'être sur ce projet. Et, euh, et ouais, non, c'était une super expérience. Tu peux redonner le contexte. Donc, c'était le redesign de Ouais. Messenger. L'entreprise existait depuis 2011. T'arrives en 2015, donc 4 ans d'existence. Et en fait, il y a cette réflexion fondamentale qui est Messenger tel qu'on l'a à l'heure actuelle, il convient pas, ou il convient plus. Il faut le revoir quasiment from scratch. Et effectivement, on reviendra sur les spécificités de la façon de travailler chez Intercom, qui est vraiment first principles, on ship to learn, et le troisième truc est on pense gros et on commence petit. Là, c'est Mhm. boum, vous êtes limite en waterfall pendant un an, vous avez la tête dans le guidon, vous faites que ça. Euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail justement de qu'est-ce qui s'est passé? T'es arrivé, on vous dit ok, il y a le redesign à faire. Concrètement, il se passe quoi et tu fais quoi? Ouais, alors moi, quand je suis arrivé, on savait déjà qu'on voulait bosser dessus. Et je pense que c'est vraiment une initiative du leadership, notamment de Owen, le CEO, qui, en gros, voulait vraiment une vitrine pour Intercom. Le Messenger, on avait un Messenger avant qui était très différent de celui qu'on a aujourd'hui, et, euh, et en fait qui a été aussi copié énormément par d'autres services avec le temps. Intercom c'était enfin relativement innovant quand c'est sorti, et puis ça a été copié, etc. Et du coup on voulait quelque chose qui soit différent, qui le marketing, en fait, on en reparlera peut-être après, mais c'est super important chez Intercom, et il faut que ça se sente aussi, je pense, au niveau du produit. Faut qu'on communique nos valeurs. Notre mission, Making Internet Business More Personal, c'est super important. Et on pensait que ça ressortait pas vraiment dans le produit, enfin dans le Messenger à cette époque-là. Du coup, c'était vraiment une initiative du leadership qui était, on veut repartir from scratch sur le Messenger, et on veut essayer d'explorer quelque chose qui soit vraiment personnel, qui soit vraiment inspiré des outils de messaging que les gens utilisent tous les jours. Ouais, c'est les Donc références c'était un peu à ça le point de départ. ouais, Ouais. Messenger, WhatsApp. C'est quand même fort parce que une entreprise comme celle-là en forte croissance, 4 ans dans la vie de la boîte, ce qui est assez jeune, et qui se dit ok, on fait une pause, on reprend parce que nos valeurs ne transparaissent pas suffisamment dans le produit et on a encore des choses qu'on peut améliorer pour rendre Make Internet Business more personal. C'est quand même fort, Mm. hein. C'est hyper fort. Généralement, les gens Ouais. capitalisent et puis on développe d'autres activités, mais on touche pas au corps. Ouais, moi c'est une des choses que j'admire le plus et qui m'intéresse le plus chez Intercom, en fait, et justement quand je parlais de mes interviews avec Des Traynor que j'ai eu, et ces discussions-là, c'est à quel point la mission d'Intercom est importante. Et j'ai toujours entendu parler, quand je bossais chez PayPal, on avait une mission, enfin toutes les grosses boîtes ont une mission, mais c'est vrai que souvent c'est un peu superficiel, c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent au jour le jour au travail. Ouais. Chez Intercom, c'est vraiment différent. Je pense que tout le monde est passionné par cette mission. Dès que tu as une design critique ou enfin une réunion, on en revient forcément à l'émission. Et donc c'est ouais, c'est quelque chose qui est super inspirant en fait. Et voilà, ça m'étonne pas trop qu'en fait le Owen, le CEO, lance un projet parce que on a une partie du produit qui est pas alignée par rapport à notre mission, parce que c'est vraiment important ici. C'est intéressant parce que tu reviens souvent sur Owen et pas forcément sur votre directeur produit. C'est vraiment Owen qui drive tout, décision business et aussi produit pour le coup. Non, je pense que je dis Owen parce qu'en fait c'est la voix qu'on entend probablement le plus au All Hands ou dans pas mal de meetings, non, notamment Dez, il travaille énormément sur le produit aussi. Ouais. Et Paul Adams du coup, un peu ou pas trop. Enfin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors Paul et en gros les VP, les directeurs du design, donc Emmett Connolly,
sont de plus en plus détachés du produit et sont plus vraiment dans des discussions un peu stratégiques ou des discussions d'organisation sur nos processus, sur justement comment on va répartir nos équipes dans les différents bureaux, ce genre de choses. Donc ils sont un peu moins sur le produit aujourd'hui, mais notamment au début sur le Messenger par exemple, le redesign du Messenger, toutes les semaines on avait des meetings avec Paul et Emmett où on allait dans les designs ensemble et puis on discutait des questions. Donc Ok. Et tu dis, les valeurs et la mission d'Intercom, pour toi, c'est vraiment incarné. Tu le vis au jour le jour. Vous en parlez constamment. Ça touche quoi chez toi? Pourquoi le fait de rendre Make Internal Business more personal, ça te touche? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà que en tant qu'utilisateur, moi, j'ai souvent été confronté à des expériences super terrible en fait quand t'as besoin d'une réponse, quand t'as, je sais pas, je pense à des grands services français où des fois il y a un truc qui marche pas, ou t'as un problème et tu dois aller sous des montagnes de FAQ avant de peut-être trouver un bouton contactez nous, et puis en fait tu peux pas contacter directement, t'es obligé de laisser un message et t'auras peut-être une réponse dans 3 jours. Enfin, des trucs comme ça qui sont assez frustrants où tu te dis c'est quand même pas la meilleure expérience que tu peux offrir à tes utilisateurs. Et aussi, je pense d'une façon un peu plus large, moi, notamment quand on a été racheté par ma startup précédente QNB, on a été racheté par une grosse boîte qui traitait beaucoup de données, et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé en fait. L'exploitation des données de façon pas toujours super claire, et du coup c'est vraiment l'opposé de ce que fait Intercom aujourd'hui. C'est vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est juste une autre façon de concevoir le web et de concevoir Internet et de concevoir la communication entre les entreprises, les clients, qui est vachement plus transparente, vachement plus personnelle. Et plus fun, hein. Effectivement, je regardais dans les éléments, des éléments qui ressortaient. Donc il y a cette transparence là, mais qui du coup peut être un challenge d'un point de vue design, parce que si je reviens sur le redesign de Messenger, un des éléments qui était évoqué, c'était l'affichage du profil des agents qui répondent, avec notamment la localisation, ce qui peut être un sujet hyper touchy. Si t'as ton centre de support qui est délocalisé, que tu veux faire croire que Simi est là, ça c'était un des sujets qui était clé. Donc de transparence pour vous, mais challenge côté entreprise. Comment vous avez arbitré là-dessus d'ailleurs justement? Ouais, c'est super dur et ça fait partie des choses en fait où je pense Intercom a beaucoup changé. On avait beaucoup plus d'opinions il y a 3 ans. On avait des opinions fortes sur les choses. Ouais. Aujourd'hui, je me souviens toujours de cette phrase de Dez qui nous disait au bout de 3 ans, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des opinions qui coûtent de l'argent, tout simplement, et que parfois les entreprises sont les meilleures personnes pour savoir la façon dont elles veulent communiquer avec leurs clients et ce genre de choses. Et du coup, avoir des opinions fortes, parfois, c'est quelque chose auquel, je sais pas, je trouve que c'est un truc sur lequel on a vraiment beaucoup évolué. Et du coup, sur le Messenger, c'est un exemple assez parfait parce que pendant le design du Messenger, on avait ce principe d'être personnel, d'être transparent, de montrer les vraies personnes dans le business. Et du coup, la localisation, ça faisait partie de ça. On veut pas que les gens, on voulait pas forcément que les gens trichent sur la localisation. On disait ok. Et on était assez sûr de ce principe-là. Et quand on a sorti le Messenger, c'était un des principaux feedbacks en fait. Plein d'entreprises qui disaient que c'était pas possible, qu'ils pouvaient pas donner leur localisation de cette façon, et pour des raisons complètement légitimes. Je vais prendre l'exemple extrême, mais une entreprise israélienne qui vend dans des pays des pays arabes, c'était super compliqué pour eux de montrer leur localisation, par exemple. Et d'accord. Ok. Et bon, c'est pas à nous de juger en fait s'ils doivent être transparents ou pas. Okay. Les opinions, ce genre d'opinions, ça coûte, et en fait pas seulement de l'argent, c'est juste que ça coûte. C'est quelque chose d'assez assez compliqué à arbitrer en fait, et c'est pas forcément à nous de l'arbitrer, ce genre de choses. Ouais, justement, j'allais dire, toi dans ton process de design. À un moment donné, tu pars sur ces valeurs fortes que sont ok, on veut pousser la transparence, et donc quelles sont les fonctionnalités ou quels sont les problèmes autour de la transparence que je peux résoudre. Et
Tu t'es retrouvé face à ces espèces de murs comme ça, qui sont des murs business à un moment donné. Tu prends comment ça? Admettons, c'est toi qui as développé cette partie-là et on te dit, finalement, on va pas le mettre, ou on va permettre à nos entreprises d'afficher ou masquer ou changer. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé sur ce projet. Et du coup, je pense que vraiment au début, on était tous alignés sur le fait que c'est totalement aligné sur notre mission. Il faut montrer la localisation. Donc il y avait pas vraiment de discussion à ce moment-là. Et c'est peut-être là où, encore une fois, avoir des opinions fortes, parfois, ça nous empêche un peu de voir la complexité de certaines situations, de certains use cases. Mais du coup, pendant le process de design et de développement, on était vraiment très alignés là-dessus. Et une fois qu'on l'a sorti, qu'on a commencé à avoir des feedbacks, on s'est dit bon, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas. C'est juste pas normal qu'on impose ce genre de situation aux gens. Et on traite ça de façon un process de design assez classique, c'est un problème. Hein. Voilà, le problème est assez clair pour les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a comme option en fait pour faire ça? On peut on peut leur permettre de cacher la localisation, on peut leur permettre de choisir une localisation eux-mêmes. Il y a tout un tas d'options qu'on a explorées. Ouais. D'accord. Revenons justement sur ces 3 règles de base. Enfin, dis-moi si c'est 3, mais moi ce que j'ai vu, on avait 3. C'était le think from first principles. Alors vraiment, le first principles, on entend partout, toutes les confs, toutes les keynotes. On revient à ça. J'aimerais bien que tu me dises un peu, c'est quoi concrètement les first principles? Alors en gros, ça c'est justement quelque chose qui a été vraiment drivé par Paul Adams, le VP Product. Et en gros, c'est l'idée de quand tu as un problème, quand tu commences à bosser sur quelque chose, essaye de un peu revenir. J'ai les expressions anglaises, mais prendre un peu de recul sur ton problème, revenir un peu en arrière, essayer de voir pourquoi ce problème est posé, etc. Et revenir comme ça petit à petit, étape par étape, jusqu'à un peu le problème originel, si tu veux. Et ça permet, ça veut pas dire forcément que tu vas attaquer le problème à ce niveau-là, mais ça permet juste d'avoir en fait un bon aperçu de d'où ce problème vient et pourquoi on fait ça. Et puis ça permet aussi peut-être que finalement le problème sur lequel on était au départ, on veut quand même prendre un petit peu de recul et bosser sur un truc un peu plus en amont et un peu plus donc c'est vraiment ça en fait, et c'est vraiment au début des projets Et ça c'est systématique, chaque fois que vous démarrez sur quelque chose, c'est ok, où est-ce qu'on en est là-dessus? Et ok. Le deuxième point dans les règles de base, on va dire, c'est le ship to learn. Donc c'est vraiment, c'est Paul Adams d'ailleurs, un article de lui qui dit souvent la mauvaise interprétation est que l'achèvement, c'est quand tu sors ton truc. Non, en fait, c'est le point de départ. J'ai tendance à dire ça souvent aussi, c'est le point de départ, c'est une fois que tu l'as sorti, et après, c'est d'itérer, c'est d'apprendre et de continuer à shipper et à améliorer. Et c'était quelque chose qui était génial, c'était donc shipping is your company's heartbeat. Donc, en gros, le fait de shipper, c'est le battement de cœur de ta boîte. Et un deuxième, que je trouvais top aussi, c'est l'usage. Ça, c'est l'usage et l'oxygène des idées. Et donc, c'est juste génial, ça. Donc, typiquement, dans ce que tu me disais, qui est vraiment le projet de redesign de Messenger, c'est à l'opposé de ça, puisque là vous étiez pas du tout en mode ship to learn, c'est ouais, exactement. C'est pour ça aussi que je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, parce qu'au final, je pense que le redesign du Messenger a été assez successful, ça s'est bien passé, on a vraiment eu des super résultats, des super feedbacks, et pourtant on a travaillé d'une façon complètement contraire à tous nos principes, enfin la plupart de nos principes, donc c'est pour ça je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais malgré tout, la plupart des projets, et aujourd'hui encore toutes les choses que tu as citées, Answerboat, ce genre de choses, on essaie de suivre ces principes-là. Et c'est vrai que j'adore la métaphore shipping is our heartbeat. Je trouve ça super super sympa. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens en fait qui rejoignent Intercom, notamment des ingénieurs, qui sont surpris par le rythme auquel on ship. On ship vraiment 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 très souvent, pas des gros trucs, mais constamment des changements en permanence, et tout le monde. Moi en tant que designer, je ship des choses, donc vraiment je pense que c'est quelque chose qui est assez particulier chez Intercom. C'est quoi les cycles? C'est quoi? C'est toutes les semaines, c'est tous les 15 jours, c'est la durée d'un sprint, c'est quoi? Pour shipper? Ouais. Alors non, on ship vraiment plusieurs fois par jour, je pense des dizaines de fois par jour, mais des petites choses. Après des lancements de projets, on n'a
pas vraiment de règles. On a des cycles en fait sur nous, notre façon de travailler, sur nos process. On a des cycles, notamment, je pense qu'on a écrit pas mal d'articles là-dessus. C'est vrai qu'on a pas mal changé aussi de façon de travailler nos cycles. À une époque, on avait ce qu'on appelait les 666, 6 jours, 6 semaines, 6 mois, je crois. Ouais. On a changé. On a des cycles différents aujourd'hui. Et mais c'est pas forcément. Ouais, tu peux dire justement, ça m'intéresse. Ouais, alors on a, comme tout le monde, je pense qu'on a des quarters. Ouais. Chaque quarter en fait est découpé en 2 cycles, donc 2 cycles de 6 semaines, ça fait un quarter. Et c'est vraiment ces cycles-là qui, je pense, sont un peu la métrique en fait de nos projets. C'est un peu comme ça qu'on définit un projet. Si c'est plus de 6 semaines un projet, ça devient un gros projet. En général, dans 6 semaines, on est capable de faire un projet entier. Donc on fonctionne sur des cycles de 6 semaines. Et après, évidemment, on a on fonctionne de façon très très hebdomadaire. On a des semaines qui sont assez définies avec des rituels en début de semaine, des rituels en fin de semaine. Donc c'est vraiment la semaine, les 6 semaines et le quarter. Ok, parce que un des articles que j'avais lu aussi, on reviendra sur le product marketing parce qu'en gros c'est alimenté en permanence d'Intercom, c'était vous aviez même des objectifs à la journée. Alors en gros le matin t'arrives, t'as tes objectifs et tu sais à la fin de la journée ce que t'as fait, ce que t'as pas fait. Ouais, mais ça, alors je sais pas si c'est institutionnalisé. On a des objectifs chaque semaine, les équipes se mettent des objectifs pour le cycle, les 6 semaines aussi, et des objectifs pour le quarter. Mais après, en tant qu'individu, les gens ont des façons de travailler très différentes. Moi, je sais que je suis assez hardcore sur mes goals, etc. Et sur la façon dont je gère mes goals, j'ai un carnet. Enfin bon, et ouais. je me mets des goals vraiment tous les jours, super clairs et à la semaine, etc. Mais je pense que c'est différent en fonction de chaque personne. C'est pas vraiment institutionnalisé cette partie-là. Toi, c'est toi qui m'intéresse du coup. Ouais. Comment tu fonctionnes? C'est quoi, t'as un cahier? Explique-moi, je découvre. Ouais, alors moi j'adore expérimenter sur ma façon de travailler en fait et depuis 1 an environ, je suis super. Je suis un process qui s'appelle le bullet journal. Je sais pas si tu connais. Où en gros, c'est assez libre comme process. Il y a plein de façons de le faire, mais moi, la façon dont je le fais, c'est que, justement, je suis ces cycles Intercom et j'ai un petit carnet sur lequel je vais mettre pour mon quarter mes goals, de façon personnelle, pas d'équipe, hein, mes goals à moi personnels, ce que je veux accomplir. Pour chaque cycle mes goals et pour chaque semaine aussi, et chaque jour je vais marquer le jour, je vais définir une petite liste de trucs que je pense faire aujourd'hui et je vais au fur et à mesure dire s'ils sont faits, s'ils sont pas faits, reporter à la journée suivante s'il faut, ce genre de choses. Et du coup moi en fait le truc que ça m'apporte, c'est pas vraiment en fait, je trouve que c'est pas vraiment le côté goal qui est super intéressant, mais ce que ça m'apporte moi c'est de la tranquillité d'esprit. J'ai mes trucs qui sont sur un objet physique. Ouais. J'ai pas besoin d'y penser. Quand j'ai un truc à faire, je le mets dessus et paf, j'ai plus besoin de penser à ça. Ça me libère l'esprit. Tu t'en mets concrètement sur une journée typique. T'as combien d'objectifs? Tu t'en fixes combien? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça peut aller jusqu'à 8-9. Ouais. Et c'est pas super bien parce que c'est pas forcément seulement des objectifs, c'est aussi un peu tout doux. C'est genre, réponds à cette GitHub issue, ce genre de choses. Donc je le fais pas forcément super bien, mais c'est un peu un mélange de to do et de goals, ouais. Ok. Et on parlait des objectifs par cycle et par quarter. Comment c'est défini dans ton équipe? La question des OKR, des objectifs, c'est un sujet qui est hyper compliqué. En tout cas, je vois, pour en discuter autour de moi, c'est très dur à comprendre, à appréhender et à s'approprier ça. Comment vous fonctionnez? Est-ce que tu peux nous dire, si c'est pas confidentiel, comment, je sais pas, quels sont les objectifs de votre quarter et comment ça se traduit pour ton équipe et comment ça se traduit pour toi? Ouais, alors je pense que c'est très différent d'équipe en équipe. Il y a des choses qui sont un peu institutionnalisées, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes selon les équipes. Nous, en l'occurrence, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a une roadmap qui est drivée par le PM. Mais en fait, à chaque
quarter, on va redéfinir cette roadmap. Et la roadmap, c'est pas vraiment des choses sur lesquelles on dit, il n'y a pas de commitment sur la roadmap. On dit pas on va faire ces 5 choses-là, ou c'est juste une liste prioritaire de choses qu'on pense faire à un moment donné. Et c'est juste ordonné par priorité, en gros. Et donc, tous les quarters, on va la revoir. On va la revoir avec Paul Adams, qui est VP, avec tout un tas de gens qui vont donner des différents inputs sur cette roadmap, et l'équipe en particulier aussi, l'équipe évidemment. Et du coup, chaque quarter, on a cette liste de choses qu'on pense faire, et on va estimer en tant qu'équipe. Alors effectivement, tout ce qui est estimation, c'est toujours un peu dur, c'est pas évident mais notamment en ce qui concerne mon équipe, je trouve que là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe en tant qu'équipe, et on commence vraiment à être bon. Voilà, on sait ce qu'on est capable de faire. Ouais, on commence à avoir un peu plus d'expérience sur le genre de choses qu'on est capable de faire. Et du coup, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Mais ouais, c'est l'équipe en fait qui va estimer ce qu'elle pense pouvoir faire pour le quarter, pour les cycles. Ouais, le quarter, en fait, je suis même pas sûr qu'on commit sur quelque chose, qu'on ait de vrais objectifs sur le quarter, parce que c'est peut-être un peu trop vague justement. Mais sur les cycles, en fait, on va en tant qu'équipe, on va dire on est capable de lancer ça, on est capable d'avoir un design pour ça, on est capable de mais du coup, ça c'est plus du planning entre guillemets, du planning de prod pour le coup. Ça c'est vraiment ton cycle, tu sais que tu vas pouvoir, j'en sais rien, on va faire tes X sprints et t'auras ça de fonctionnalités qui vont être shippées parce qu'on arrive à estimer correctement. Et sur le côté, parce que je reviens là-dessus parce que ce qui est compliqué à appréhender quand t'es directeur produit ou quand t'es PM, c'est qu'est-ce qui vient du top management en disant, voilà, tu me disais par exemple, on veut se concentrer sur l'acquisition. C'est un gros sujet pour nous, c'est un potentiel de business. Qu'est-ce qui vient du top management? C'est potentiellement ça. Donc Ivan va dire, ok, voilà, les gars, focussez-vous sur l'acquisition. T'as un Paul Adams, VP, qui dit, on va, mes équipes produits, il va falloir décomposer ça en tel et tel projet. Et après, c'est le PM qui se l'approprie, qui essaie de trouver un peu, ça peut correspondre à telle ou telle fonctionnalité que je vais prioriser. Si oui, comment d'ailleurs? C'est quoi? C'est RICE? C'est le fameux RICE que vous utilisez vous-même pour ça. Et après, c'est repris par l'équipe, avec toi, avec les devs et tout. Et puis vous dites, ok, ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. C'est quoi tu vois? Si on remonte un peu dans le cran, dans la logique du truc. Ouais, alors je pense que le premier truc, c'est qu'en fait on change beaucoup de façon de faire sur ces choses-là. Et là en ce moment, je pense qu'un truc qu'on a réalisé, qu'on essaye d'améliorer, c'est qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez de métriques, on n'est pas assez. C'était une question que j'avais pour toi, ouais. Ouais, on est et même pas en fait au niveau des projets, ou enfin c'est le cas aussi sur les projets, mais même en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que compagnie, je pense qu'on veut vraiment devenir beaucoup plus. Je vais pas dire métrique driven, mais en tout cas conscient de mesurer les bonnes choses et d'avoir le bon impact et ce genre de questions. Donc ça, c'est un truc, je pense, sur lequel on veut vraiment progresser. Et aujourd'hui, en fait, la roadmap, elle se construit. Encore une fois, c'est vraiment différent selon les équipes. Par exemple, mon équipe, comme on est un peu un marché nouveau entre guillemets pour Intercom. Il y a beaucoup et qu'en plus on est vraiment axé sur les sales et qu'on a une super équipe sales. Il y a beaucoup de notre roadmap qui vient directement de notre équipe sales, qui parle beaucoup avec nos customers, qui nous dit voilà, on a loupé ce deal parce qu'il nous manque ça, et donc c'est une super source d'input pour nous, pour notre roadmap. Donc c'est une chose. Une autre chose, c'est les conversations qu'on a nous en direct avec nos utilisateurs sur Intercom, évidemment. Et je pense que la troisième dimension, c'est vraiment le leadership, qui souvent, comme c'était le cas pour le Messenger, ou comme c'était le cas pour ce qu'a créé cette équipe, va venir avec une vision, exactement. Et je sais pas vraiment d'où ça vient, cette vision, mais en tout cas, je pense que c'est les 3 axes un peu. Ok, d'accord. Quelles sont les métriques que vous utilisez dans vos prises de décision? Déjà, quels sont les outils que vous utilisez, si vous en utilisez, je sais pas, Amplitude ou Mixpanel ou d'autres, ou Analytics, et comment c'est intégré dans la phase d'élaboration d'un projet, et comment c'est suivi une fois que le truc il est shippé, pour justement améliorer.
Alors, je suis pas la meilleure personne pour parler des outils qu'on utilise, mais je pense pas qu'on utilise d'outils en fait comme Mixpanel ou je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont faites maison en fait. On a une équipe analytics qui commence à être assez grosse et qui s'occupe de mesurer pas mal de trucs dans le produit, d'implémenter en fait des mesures dans le produit et qui s'occupe de nous construire tout un tas de dashboards pour les équipes produits en fait, pour pouvoir informer nos décisions. C'est plus suivi par le PM du coup? Ouais, non, alors les designers aussi, hein, et toute l'équipe, hein, les ingénieurs, mais ouais, comme je disais, en fait, on a des dashboards qui sont faits par notre équipe analytics et c'est un peu la seule chose que nous on voit. Enfin, en tout cas, en tant que designer, c'est vrai qu'en dessous, je sais pas, je pense c'est beaucoup de choses faites maison, en fait. Je pense pas qu'on utilise d'outils externes pour ça. Ok. Toi, tu travailles, vous avez des user researchers aussi. Ouais. C'est quoi la répartition justement entre le PM, toi, le user researcher, comment vous collaborez ensemble au quotidien? Ça donne quoi? Ouais, alors on a beaucoup moins de user researcher et de data analyst que de PM et designer. Donc c'est une ressource un peu rare chez Intercom. Et du coup c'est des rôles qui peuvent pas vraiment être intégrés dans les équipes produits. On peut pas avoir un user researcher par équipe produit, un data analyst par équipe produit. Okay. Donc c'est un peu dommage ça, parce que je pense que ça changerait pas mal notre façon de travailler. Et en fait aujourd'hui la façon dont ça se passe, c'est que en gros, pareil, chaque équipe travaille de façon assez différente, mais en gros on a le PM qui va driver un peu la définition du problème très tôt dans un projet et qui va, encore une fois, il va le driver, mais toute l'équipe est impliquée et intégrée à ce process, et notamment le designer évidemment. Et donc on va identifier des besoins de recherche, ce qu'on appelle un peu fondamental, recherche fondamentale à ce niveau-là. C'est en gros des choses qu'on n'est pas sûr de comprendre ou des choses sur lesquelles c'est vraiment pas des tests utilisateurs en termes de usability, d'ergonomie, ce genre de choses. C'est vraiment plus vraiment comment comprendre le problème. Et donc le PM et le user researcher et le designer, mais vraiment principalement le PM, vont driver cette partie-là. D'accord. Et après, quand on est dans commencer à réfléchir à une solution qui est un peu plus drivée par le designer. Encore une fois, le PM est super impliqué, les ingénieurs aussi, mais c'est un peu plus drivé par le designer. On va avoir des besoins de recherche qui sont un peu différents. Je dis recherche, mais c'est un peu pareil en fait pour l'analytics. Hein. On va avoir des besoins de recherche et d'analytics qui seront un peu différents. Et notamment en termes de recherche, on va plus souvent avoir besoin de faire des tests ergonomiques ou alors tester un concept. Est-ce que c'est un modèle que les utilisateurs comprennent, ou des trucs un peu plus juste au niveau de l'interaction. Et ouais, c'est idéalement le researcher serait embedded dans l'équipe et ça pourrait être un process qu'on aurait un peu plus. On pourrait vraiment travailler en fait comme une équipe complète sur le projet tous ensemble, mais en fait aujourd'hui on est plus un peu client de la user research et on va plus leur exprimer des besoins et ils vont nous dire quand ils peuvent s'en charger. Ouais, ça reste des fonctions transverses, ouais. Ouais, et c'est vraiment une contrainte d'effectifs en fait. Hein. C'est parce qu'on n'a pas assez de gens malheureusement. D'accord. Je reprends sur les 3 principes. On avait dit le think from first principles, qui correspond en fait à vraiment bien comprendre le pourquoi, donc le problème, le ship to learn, qui est en gros shipper rapidement, donc aller en prod rapidement pour pouvoir itérer, comprendre et améliorer, et le dernier qui est think big et start small, qui est en gros concrètement tu vois ton produit, ta vision moyen-long terme de ton produit, mais tu commences en faisant quelque chose de suffisamment fonctionnel pour que ça puisse être utilisé par les utilisateurs. Et ça, il y a l'exemple qui est rigolo des cupcakes, donc des petits gâteaux. Donc je pense que c'est vous reprenez, en fait, ce qui est rigolo avec Intercom, c'est que vous reprenez des grands principes qu'on retrouve ailleurs,
et qui sont réappropriés et refaits à la sauce d'Intercom. C'est-à-dire que le cupcake, concrètement, c'est la métaphore du vélo qui devient moto, qui devient voiture, avec l'objectif, le problème principal, comment je fais pour me déplacer rapidement du point A au point B. Et là, ça devient le cupcake le gâteau de mariage. Tu commences par... Donc vous avez cette façon de vous réapproprier les trucs, c'est intéressant. Mais en gros, concrètement, par rapport à ce troisième point, c'est effectivement commencer par quelque chose de petit, simple, fonctionnel que vous pouvez lancer rapidement et itérer là-dessus. Ça, c'est aussi un point fort d'Intercom sur lequel vous travaillez beaucoup, sur lequel toi tu travailles. Ouais, c'est très lié au second point, ship to learn. Parce que si on veut pouvoir délivrer ou lancer des trucs rapidement, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel. Et c'est super intéressant parce que c'est aussi une façon souvent de se rendre compte que en fait de se rendre compte de ce qui est vraiment essentiel, parce que souvent notamment je pense en tant que designer, tu t'as des supervisions, enfin je sais pas, tu t'aimes bien connecter plein de trucs ensemble, t'aimes bien voir très grand et ce genre de choses, et c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on a le Think Big, parce que c'est super intéressant d'avoir cette mentalité là et de pouvoir exposer des opportunités pour le futur ou des trucs comme ça. Mais en même temps, il faut savoir aussi shipper rapidement et pouvoir peut-être se rendre compte que effectivement ce gros truc qu'on voyait, ça peut être intéressant, mais c'est pas essentiel et c'est pas ce qui va apporter de la valeur forcément au customer, ou c'est pas. Donc c'est super intéressant. Il y a un travail de négociation que tu dois faire, par exemple. Comment vous arrivez à mettre cette espèce de trade-off de voilà, on a envie de faire ça, mais on va rester sur quelque chose de basique. Est-ce que toi tu peux avoir potentiellement cette frustration? Comment ça se gère ça en fait? De non les gars, on va commencer par un truc simple. Ouais, ça fait partie des trucs je pense lesquels moi j'ai beaucoup évolué en 3 ans. Au début c'était assez dur pour moi, toutes ces situations là où je voyais des choses qui étaient super intéressantes, je me disais mais faut qu'on fasse ça va être super intéressant, et je comprenais pas pourquoi on le faisait pas forcément, et en fait je me suis rendu compte que c'était rarement dramatique, il y avait rarement des trucs dramatiques, il y avait rarement des trucs à les casser et qu'en fait je vais pas dire laisser couler, mais être un peu plus ouvert sur certaines de ces choses-là, et notamment justement ship to learn, et essayer de lancer un truc petit et puis voir si on a vraiment besoin de plus. Ça aide vachement en fait, moi en tant que designer, à me détacher un peu plus de mes solutions. Après, dans la façon dont on le fait aujourd'hui, je sais pas s'il y a une bonne façon de le faire. J'ai l'impression que ça reste quand même un peu subjectif parfois. C'est un peu comme les estimations. Je pense que c'est dur. On essaye. C'est aussi pour ça qu'on a cette question de first principle. Tous ces principes sont un peu connectés quand ils pensent, mais on a cette question de first principle parce que quand on essaye de scoper une solution, de se dire sur quoi on doit se concentrer, on revient toujours au produit, on revient toujours à la mission d'Intercom aussi, et ça nous aide un peu, ça nous guide un peu sur les choses sur lesquelles on doit se concentrer. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment en tout cas nous, ou moi, j'ai pas trouvé de bonne façon de le faire qui soit pas un tout petit peu subjective. Ouais. C'est quoi tes challenges à toi au quotidien là? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Alors, je pense qu'il y a 2 choses pour moi en particulier. La première chose, c'est le nombre de projets que j'ai, mais c'est vraiment particulier par rapport à mon équipe, parce qu'on est une très grosse équipe, on a beaucoup d'ingénieurs et j'ai beaucoup de projets en parallèle à gérer, et justement avoir cette méthode avec mes goals, etc. Je pense que ça m'aide énormément parce que ça peut être assez étouffant. Beaucoup, c'est-à-dire, c'est combien? J'ai eu jusqu'à 5-7 projets en même temps à un moment. J'en ai un peu moins, je réussis, et c'est ça aussi, je pense que c'est à moi aussi et c'est pour ça que je suis intéressé sur la façon dont je peux progresser là-dessus, parce que c'est aussi à moi d'être un peu meilleur sur la façon de gérer ces choses-là et dire non là j'en ai trop, ou c'est pas possible. Mais ça fait beaucoup. Ça c'est un premier point, et le deuxième Ouais, le deuxième, c'est en fait tout le côté humain dans le travail, la collaboration, qui est un truc qui est super dur. En tout cas, sur lequel, encore une fois, moi j'ai l'impression que j'ai appris énormément chez Intercom, et je pense que c'est aussi le changement de culture. J'ai l'impression que c'était une dimension qui était complètement différente quand je travaillais en France,
et qui aujourd'hui, voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup parce que je vois une façon de faire qui est complètement différente. J'ai l'impression en tout cas. C'est sur quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent? Sur la façon dont on communique. Je pense que par exemple, moi quand je suis arrivé, j'étais très direct dans mes feedbacks. J'étais très, je sais pas si c'est la caricature française, mais j'étais très direct dans mes feedbacks. Ouais. Et notamment sur les choses qui étaient un peu négatives, j'avais pas. Enfin, c'est même pas que j'avais pas peur, c'est juste que je voyais pas de raison de pas dire bah tiens ça, je pense que ça marche pas ou ça. Et aujourd'hui, je fais les choses de façon un peu différente, je pense. Tu mets un peu plus les formes. Ouais. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. En fait, je pense qu'un des trucs, une des grandes leçons de mes 3 ans chez Intercom, c'est que les relations humaines, c'est dans une équipe, c'est la chose, je pense, la plus importante. Il y a aucune décision de design, aucune décision qui va valoir le coup de dégrader ta relation d'équipe. Donc même quand il y a des choses dans lesquelles tu crois pas du tout, etc., faut vraiment faire attention à préserver ta relation avec les gens, à être vraiment parce que ça rend tout beaucoup plus simple après quand t'as une bonne relation d'équipe. Les problèmes deviennent moins importants, les choses, tout est beaucoup plus fluide. Donc ouais, c'est un truc sur lequel j'apprends beaucoup. Tu dirais que c'est politique en interne chez Intercom ou pas trop? Non, je sais pas ce que ça veut dire vraiment politique. Encore une fois, je pense. Je te dis un exemple, travailler sur les bons projets pour se faire suffisamment bien voir de ton management, pour les cycles de promo, pour l'aura interne, par exemple. Ça, c'est un exemple. C'est dur à dire, je pense pas, parce que je sais pas si c'est la taille de l'entreprise mais j'ai pas l'impression que ce soit politique, mais par contre, les relations humaines, c'est super important. Et montrer que les gens aiment travailler avec toi, montrer que t'aimes collaborer avec les gens, que voilà, t'hésites pas à aider les gens sur un projet, à donner du feedback, ça, c'est important, et je pense que c'est normal. Encore une fois, tu passes tes journées à travailler avec un groupe de personnes, c'est une dimension importante de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Je termine sur les outils juste pour savoir, toi, c'est quoi ta stack d'outils, ce que tu utilises? Je voyais un article, tu parlais de React et de Framer. Tu utilises quoi? Alors aujourd'hui, on utilise tous Figma en fait chez Intercom. On a switché il y a pas longtemps. On utilisait Sketch avant, et moi j'étais un gros fan de Figma depuis des années. Ça faisait des années que j'essayais de pousser Figma chez Intercom, donc aujourd'hui je suis content. Pourquoi? Ça m'intéresse. Alors je pense que la raison principale, elle est toute bête, c'est juste que le fait d'avoir une URL, un lien pour tout, ça simplifie mon workflow de façon incroyable. Ça rend juste tout beaucoup plus simple. J'ai pas besoin d'exporter, de mettre à jour, de synchroniser des trucs. J'ai un lien où il y a toujours la dernière version pour tout le monde, où je peux enfin voilà, ça simplifie vraiment les choses, et je fais de plus en plus de choses dans Figma en fait. On utilisait beaucoup Google Docs avant, par exemple, pour écrire un peu les rule sets, les rationaux de projet, ou même juste communiquer sur certaines questions. Aujourd'hui, je fais plus en plus tout ça dans Figma, donc j'ai pratiquement des docs en fait dans Figma en plus de mes designs où les gens viennent commenter, etc. Donc et juste parce que avoir un lien pour tout, ça rend tout vraiment beaucoup plus simple. Okay. Et en plus de ça, moi j'adore Figma. Je trouve que c'est des utilisateurs d'Intercom, donc on parle un peu avec eux. Ils ont une super équipe de design, notamment. Je trouve une super façon de penser en termes de système. Il y a plein de features qui sortent qui sont super intelligentes, où tu te dis tiens, ils ont vraiment réfléchi à la façon d'intégrer ça dans leur système, et pas juste lancer ça de façon en tant qu'un nouveau concept ou ce genre de choses. Ok, c'est intéressant. L'un de vos cofondateurs était User Experience Designer avant. Je crois que c'est Dress. Ouais. Est-ce que tu dirais que la culture de l'entreprise est un tant soit peu orientée autour du design et l'expérience utilisateur? Tu sens que c'est fort ou ça l'est pas nécessairement? Ouais, c'est fort évidemment.
on est encore une fois le projet Messenger, je pense que c'est quelque chose qui le prouve assez, le fait que le leadership pas hésiter à lancer un projet comme ça, vraiment centré sur l'expérience utilisateur et pratiquement rien d'autre, c'est une bonne preuve. Maintenant, je pense qu'avant tout, avant même d'être product driven, je pense qu'on est vraiment une entreprise marketing. Ouais. Le marketing chez Intercom, c'est quelque chose, et notamment Des, qui est incroyable. Je parlais de mon interview encore une fois, mais c'était la façon qu'il a de communiquer, de synthétiser des messages, des idées, c'est assez incroyable. Et ça se ressent en fait dans Intercom, tous les domaines. Exactement, mais j'allais le dire, le product marketing chez Intercom, je pense que c'est une référence pour beaucoup de boîtes. Hein. C'est en fait Intercom a cette capacité, t'as l'impression que c'est une boîte qui est présente depuis X années. Pour moi, c'est le HubSpot du produit, en fait. Je te dis, vraiment. C'est-à-dire que, donc on peut pas parler d'Intercom sans parler du marketing autour du produit chez Intercom, notamment. Alors, moi j'avais noté, il y a le blog, évidemment, Inside Intercom, qui est un peu, je pense, une référence pour tous les PM, voire certains, les product designers et tout de la place. Les livres, qui sont faits par Intercom. Là, vous avez fêté la dixième livre sorti. Je sais, plus de 100 000 lecteurs. Il y a des livres sur les startups, sur le product management, customer engagement, l'onboarding, les jobs to be done, le marketing, la grosse, les sales, la rétention. Bref. En gros, vous couvrez tous les sujets. Les conférences, je me souviens être allé avec mon équipe quand j'étais chez ABTC à la Intercom World Tour qui était passée à Paris. Et on a juste croisé, ouais. On a juste croisé. Mais écoute, je trouvais ça absolument fascinant qu'une boîte. Alors pour le coup, j'avais dit à l'époque, c'est une boîte américaine, mais non, c'est une boîte irlandaise qui a cette capacité de faire en fait une espèce de tournée mondiale en présentant on stage les erreurs à ne pas commettre sur le produit. Quoi. Jamais tu verrais une boîte française aller sur scène en disant, bah écoutez, on a fait ça, on s'est raté. Impossible. Et là, pour le coup, c'est marketé, packagé, mis en scène de sorte que tu ressentes en disant merci d'avoir partagé vos erreurs, ça nous permet de grandir. On a vu aussi, parce que c'est pas juste de présenter les erreurs, c'est qu'est-ce qu'on peut retirer de ces erreurs-là qu'on va essayer de pas commettre par la suite. Mais à nouveau, tout est relatif, comme tu le dis et tu le répètes, ça nous concerne nous maintenant à l'instant T, peut-être que demain ce sera pas la même chose, quoi. Donc il y a ça, les conférences, les podcasts évidemment. Donc c'est vraiment ancré dans la culture de la boîte, ce côté marketing, quoi. C'est à la fois ce que vous faites et la façon dont vous le vendez et la façon dont vous communiquez, quoi. Ouais, et je sais même pas si c'est peut-être un peu naïf comme vision, mais je sais même pas si c'est vraiment la façon dont on le vend. Je pense que les fondateurs, Des, Owen, Kieran et David, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et depuis le début d'Intercom, en fait, ils ont pas seulement eu envie de créer un produit, mais ils ont envie aussi de partager leurs opinions, leurs expériences sur la façon dont ils ont créé ce produit, toutes les choses qu'ils apprennent, les choses sur lesquelles et du coup ils ont toujours eu, je pense, ce goût à partager, le blog, je pense, enfin encore une fois c'est peut-être un peu naïf, mais je pense que ça a vraiment été une façon pour eux de communiquer leur passion sur le produit, sur la mission d'Intercom aussi, qui est super importante pour eux, et plus que de vendre. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est un super outil pour vendre, pour construire une image pour Intercom, et pour recruter, pour tout un tas de trucs. Mais je pense vraiment qu'à la base, c'est juste des gens passionnés qui adorent communiquer. Du coup, ça se ressent partout en fait. C'est le côté, pour moi, c'est le côté américain du je rends ça utile, parce que c'est fondamentalement utile, et ce retour d'expérience-là, bah, quand t'es dans le product management, t'as pas beaucoup de références, hein, clairement. Intercom en est une. Et en même temps, ça permet de faire du business. C'est cette espèce d'intelligence de c'est utile et ça me permet de faire du business. Donc à nouveau, bravo pour le coup. Ouais. Ça fait 3 ans que t'es chez Intercom, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Dans ton poste ou dans ta carrière, plus généralement? Alors moi là, je vais bientôt commencer un projet qui me passionne, qui était un side project depuis quelques semaines, quelques mois, qui va être officialisé. On va vraiment bosser dessus avec une équipe. Donc je suis super motivé par ça. Tu peux pas dire? Non, je peux pas vraiment dire ce que c'est, mais c'est un truc qui me passionne assez.
Donc ça, moi, c'est vrai que je suis un peu focus là-dessus sur mon avenir à court terme. Je vois pas trop au-delà de ça, mais c'est les prochaines étapes pour moi. C'est vraiment bosser là-dessus et essayer de faire un truc cool. C'est au sein d'Intercom, c'est pour continuer à répondre à la mission de l'entreprise avec un nouveau projet. Ouais, exactement. Je sais pas encore si ça sera un nouveau produit ou une feature d'un produit qu'on a déjà. On sait pas trop encore, mais on a fait quelques petites explorations avec quelques personnes d'Intercom. Et c'est un truc, notamment Jonathan que t'as rencontré. Et c'est un truc qui nous passionne tous. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir lancer quelque chose rapidement. Sans détailler ce que c'est, ça m'intéresse de comprendre comment ce genre d'idées naissent et sont accueillis au sein d'Intercom. C'est chez Google, ils ont leurs 20%, il y a 20% de temps que tu peux passer sur un projet qui n'est pas forcément lié à ton core job. Comment ça se fait et à quel point c'est facile ou difficile de vendre ce projet en interne pour constituer une équipe autour de toi, etc. Ouais. Alors, on a... Si on fait le calcul un peu sur les quarters et les cycles, en fait, on remarquera que tous les quarters, il y a une semaine de gap, en fait, dans l'agenda. Et en fait, on utilise cette semaine pour ce qu'on appelle la Wiggle Week. En gros, les équipes peuvent travailler sur des projets un peu en dehors de leur roadmap, des trucs auxquels ils croient, des trucs ou ça peut être des trucs aussi genre attaquer tout un tas d'issues GitHub qu'on a depuis des mois. C'est vraiment, ça dépend vraiment des gens et du coup c'est un peu l'espace sur lequel les équipes peuvent innover. En dehors de ça, les gens font des trucs en dehors de ça, mais c'est vrai que nous par exemple ce projet-là on avait commencé en dehors de ça et on a profité de cette semaine pour vraiment avoir un prototype sympa, une présentation sympa, un petit pitch qu'on a présenté à des gens chez Intercom. Mais ouais, c'est un peu la façon dont ça se passe chez Intercom. Ouais. C'est entre deux cycles ou c'est pas forcément. Ouais, c'est entre deux cycles. Je crois que c'est à la fin de chaque quarter, au début du. Enfin... D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. T'es senior, t'as plus de 10 ans d'expérience. C'est quoi, selon toi, les qualités qui sont requises pour être un très bon, voire un excellent product designer? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que une des choses les plus dures et qui s'acquiert vraiment avec l'expérience, avec le temps, c'est la capacité en fait à être à la fois ouvert d'esprit à certains moments et à la fois très focus à d'autres moments et très sûr de soi et inspirer les autres et leur donner confiance, à leur montrer que tu es très ouvert à des idées, etc., à certaines étapes du projet et à un moment savoir quand il faut faire la bascule et dire bon bah là on est confiant, on va avancer dans cette direction et savoir quand est-ce qu'il faut réouvrir un peu les valves et être un peu plus... Je pense que c'est trouver cet équilibre-là qui est en fait une des choses les plus dures. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un de junior qui démarre dans le design, dans le product design, on va dire, ou le design de manière plus générale? Ou quel conseil il devrait ignorer aussi? Ouais, conseil, bah ouais, je pense que c'est assez bateau, mais poser des questions, être curieux, poser des questions, notamment pas hésiter à écrire à des gens qu'on admire ou des gens qui nous intéressent, qu'on fait un travail. Enfin, j'ai remarqué qu'en général les gens sont super contents de parler de leurs expériences, de parler de leur travail, et donc faut pas être impressionné à écrire à des gens comme ça. Je pense que c'est un truc qui peut vachement aider parce que voilà, j'ai avoir comment dire, cette espèce de mentorship sur le long terme avec quelqu'un, ça peut être un truc super intéressant. C'est quelque chose que t'as toi ou pas? T'as des mentors, un mentor ou pas? J'ai eu au fil de mes expériences plusieurs personnes comme ça qui m'ont pas forcément même que sur le design en fait, sur l'aspect de la vie au travail, moi je suis très intéressé par le développement aussi, sur le développement, ce genre de choses, donc sur plein de domaines comme ça, voilà, commencer à aller poser des questions, à faire preuve de curiosité, et puis en général les gens sont super
Ça arrive souvent que les gens soient super ouverts et super contents d'aider. C'est ça, il y a une vraie bienveillance. J'aime pas le terme parce qu'il est souvent galvaudé, mais il y a une vraie bienveillance, je trouve aussi. Les gens sont heureux de partager leur retour et d'aider. C'est cool, ça. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu penses que des jeunes qui commencent devraient éviter par-dessus tout? Le genre de conseils à éviter? Que tu peux entendre. C'est dur. Je sais pas si c'est un truc à éviter, mais je suis pas sûr que se concentrer sur construire un profil dribble, enfin construire un profil social super exposé, etc. Ce soit si intéressant que ça sur le long terme. Je sais pas. D'un côté, c'est vrai qu'il y a des gens, je pense, qui ont construit toute leur carrière sur leur profil dribble ou ce genre de choses. Mais je pense aussi que justement se concentrer un peu plus sur essayer d'apprendre d'autres personnes et puis de commencer à nouer des relations avec des boîtes qui nous intéressent ou d'être un peu plus en gros un peu plus ciblé plutôt que se faire un profil un peu général, dribble, et puis attendre que les choses, les bonnes opportunités arrivent, parce que si t'es très chanceux, tu peux avoir la bonne opportunité qui arrive comme ça, mais je pense qu'il faut pas hésiter à être vraiment plus, en fait, focus sur les gens ou les boîtes ou les choses qui nous intéressent, et essayer de nouer des relations, de pas hésiter à envoyer des messages. On a par exemple un stagiaire designer qui est très très jeune, qui était venu, qui nous a écrit chez Intercom, qui est venu bosser plusieurs fois chez Intercom, et je trouve que c'est top parce qu'en fait c'est quelqu'un qui était intéressé par Intercom, et je pense qu'il a appris beaucoup, et je pense que nous on sait que c'est quelqu'un de super intéressant. On a commencé à nouer une relation avec lui, donc voilà, pas hésiter à être un peu plus focus sur des entreprises ou des gens qui intéressent. C'est quoi ton plus gros fail? Truc où tu t'es raté, duquel t'as appris? Ouais, il y en a plein. Notamment sur le Messenger, il y avait un projet, enfin une partie du projet qui était intéressante en fait. Je sais pas si c'est un fail, mais en fait, donc avant sur la précédente version du Messenger, c'était assez simple. On écrivait des messages en texte et c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Et on a ajouté des emojis, des choses comme ça. Et on a à un moment, c'était Paul Adams justement qui est venu et qui a dit il faut qu'on ajoute des GIFs. GIF ou GIF, je sais pas, mais des GIFs. Et moi, j'étais assez dubitatif. Je me disais, je sais pas, des GIFs dans le monde de l'entreprise. Bon, ok, enfin, on a une mission d'être personnel, mais c'est quoi le use case qui va envoyer des GIFs, enfin. Ouais. Et du coup, j'étais assez fermé à cette idée-là. Et puis, on a discuté, on a fini par le faire, et c'est un truc vraiment énormément marché, qui justement qui a ajouté énormément à cette dimension personnelle. Enfin voilà. Et du coup, je sais pas si c'est un fail, mais c'est un truc sur lequel c'est une des leçons où je me suis dit prends un peu de recul, sois un peu plus ouvert aux idées de certaines personnes. Ça coûte pas grand chose de tester ça. Enfin, on a fait en plus de façon super justement sur ce coup-là du projet, on l'a fait de façon vachement ship to learn. On avait shippé juste à une petite bêta, mais ouais, c'est un des. Vous avez rendu Giphy célèbre. Ouais. Ah ok, c'est un super feedback. Un super feedback, c'est quelque chose que j'avais entendu de la part de Hubert Florin de Slack, que je m'approprie maintenant, qui effectivement ne dit pas non, teste, accepte et fais-le quoi, fais-le et puis mais d'être pas dans la négative, super. T'as travaillé chez PayPal, t'as travaillé chez QNB, tu travailles chez Intercom. Quelle différence tu fais entre ces trois? Je pense que ces trois niveaux de boîtes qui sont quand même bien différents. PayPal, la grosse entreprise mondiale, QNB, petite start-up qui s'est fait racheter. Intercom entre les deux. Tu retiens de quoi de positif et de négatif de PayPal et de QNB comparativement? Alors PayPal, le truc super positif, moi, c'est l'équipe. Donc j'étais dans les bureaux de Paris, on était une toute petite équipe produit, on était 3 designers, enfin 2 designers, un design manager, et c'est des gens extraordinaires. J'ai appris énormément auprès d'eux, c'est super inspirant. On peut les citer? Ouais, c'est Rémi Guyot qui était manager, et Tristan Charvilla qui était le designer de l'équipe.
qui bossent toujours ensemble maintenant. Chez Et ouais, Blablacar, ouais. ouais. Et ouais, vraiment, enfin, ouais, sur tout un tas de facettes, des choses incroyables que j'ai appris et en plus, je pense que eux, ils ont justement, on revient à cet aspect, les relations humaines, c'est super important, je pense, dans une équipe. Ils ont cette relation, ils sont super proches. Enfin, en tout cas, je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, ils étaient super proches. Et je pense que le fait qu'ils travaillent toujours ensemble, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. Et tu sentais qu'en fait, ils avaient une complicité de travail. Ils avaient réussi à construire une relation de travail où ils se comprenaient. Enfin voilà, il y avait une espèce d'émulation qui était assez impressionnante. Et je pense que c'est aussi un des trucs intéressants à retenir de ça. En moins positif. Ouais, en moins positif. Alors je sais pas si c'est PayPal ou si c'est enfin la taille de la boîte ou si c'est parce qu'on était un bureau un peu excentré à Paris ou mais en fait j'avais vraiment le sentiment qu'on était très très isolé en tant qu'équipe produit. Il y avait pas d'ingénieur avec nous. Il y avait pas vraiment de PM ou quoi que ce soit. On était vraiment un petit studio de design de 3 designers et puis il y avait 2 researchers. Et c'est assez bizarre en fait comme façon de travailler. Les choses étaient très très lentes parce qu'en gros, on pouvait bosser pendant quelques semaines sur un projet, designer quelque chose, l'envoyer aux ingénieurs et après on n'avait plus de nouvelles. Je sais même pas qui a construit les projets que j'ai designés. J'ai appris quelques mois plus tard qu'ils étaient sortis, ou ce genre de choses. Donc c'était assez particulier en fait comme cycle de travail parce que c'était vraiment on était vraiment très isolés en tant qu'équipe design. C'est ça qui a fait que t'es parti? Parce que t'es resté 7 mois en gros chez PayPal, hein. T'es pas resté longtemps. Donc, ouais, alors non, enfin ouais, je pense que ça a joué aussi, mais j'avais prévu en fait de rester que 7 mois. Depuis le début, on s'était mis d'accord avec Rémi parce que pour des raisons personnelles, je pensais quitter la France à cette époque-là. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Et puis et puis finalement après coup, j'ai pas quitté la France, mais ouais, non, ça a pas vraiment grand chose à voir. Je pense que les bénéfices en fait de travailler avec Rémi et Tristan auraient largement compensé en fait tous les petits points négatifs qu'il pouvait y avoir. Ok. Bon message pour tous les deux du coup. ouais, non. Ouais, et QNB du coup, comparativement, beaucoup plus petite. Je lisais dans un de tes articles qui est sur ton site, donc j'invite à nouveau les auditeurs à aller lire. C'est un peu choc des cultures. Choc des cultures entre la grosse boîte et la petite start-up où ça va dans tous les sens et le conseil que tu donnes c'est faut avoir une vision claire à long terme pour pas être distrait par les impératifs des fonds, des retours clients et tout. Mais je te laisse en parler, pardon. Ouais, non, c'est pratiquement carrément l'opposé en fait. Ça va très très vite. Enfin, je sais pas. En plus, on avait, je pense, une équipe d'ingénieurs qui était super passionnée par le produit, par la data. Je pense que la data visualisation, c'est un domaine assez particulier aussi. Donc, les gens qui travaillent dedans, c'est des gens qui sont intéressés par le sujet en général, y compris les ingénieurs. Et c'est aussi un sujet en fait où le design est forcément lié à la data. Et la data est très souvent en fait très 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 liée à l'ingénierie. Et du coup, c'est très dur de designer dans l'abstrait, c'est très dur de faire de l'ingénierie sans penser au produit, sans penser au design. Et en fait, je pense que c'est cette dimension-là qui a créé en fait cette espèce de connexion où on était obligé de tous vraiment être passionnés par l'ingénierie, par le design, de vraiment travailler en équipe sur ces sujets-là. Mais du coup, la contrepartie entre guillemets, c'est que ça pouvait aller très très vite et aller d'un peu dans tous les sens. Et je pense que c'était un peu le rôle du designer aussi, d'essayer de garder un cap, de digérer un peu tous les feedbacks, toutes les idées mais du coup, complètement différent comparé à PayPal. Ok, ouais. Data visualisation, gros sujet. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais effectivement, t'as un retour d'expérience qui est hyper intéressant dessus. Après, on peut en parler, mais moi, ce que j'avais retenu, c'était vraiment les deux types d'interprétations possibles. En gros, globalement, il me semblait de ce que tu disais, c'était
C'est généralement assez mal fait, c'est-à-dire que c'est data-driven et en gros, t'es utilisateur et démerde-toi avec la donnée que je te donne. Et là où, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'orienter soit en data exploration, où là, le focus, c'est faciliter pour l'utilisateur l'extraction du message. Donc, tu mets ça en forme de façon à ce que ce soit facile pour lui de tirer les infos qui l'intéressent. Ou le deuxième pendant qui est data explanation, où là, c'est clairement, en fait, tu fais passer un message. L'utilisateur a pas à se poser la question, ça lui pète aux yeux. Là où aujourd'hui, souvent, dans le reporting, d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as pris de QNB et que t'essaies d'insuffler dans la partie reporting d'Intercom, où l'objectif, c'est vraiment d'avoir un message clair, soit à communiquer, soit à mettre à disposition, et pas juste de balancer des données, vas-y, et puis, toi, utilisateur, débrouille-toi à tirer les conclusions. Ouais. Alors moi, je bosse pas du tout sur le reporting. Je donne des feedbacks et donc je pense que je suis toujours un peu, j'ai toujours un peu ces mêmes idées quand je donne des feedbacks sur le reporting chez Intercom, mais je bosse pas du tout dessus. Et maintenant, ouais, alors c'est vrai que le premier truc que je veux dire, c'est que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur quand je parle de data visualisation parce que j'y connaissais absolument rien avant de rejoindre QNB. J'avais jamais lu Tofte ou ce genre de choses. J'avais jamais vraiment. Mais par contre, les 2 ans que j'ai fait chez QNB, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup appris là-dessus. Et je suis loin d'être un expert, mais c'est un peu au bout de 2 ans le sentiment que j'avais en utilisant tout un tas de produits qui étaient data driven, en lisant tout un tas de livres et ce genre de choses. Et ouais, vraiment ce sentiment qu'en fait, je pense que c'est souvent une facilité technique ou une facilité produit. C'est un peu, ouais, effectivement, on a tout un tas de données sur tel sujet. On te l'expose de façon qui nous semble la façon qui nous semble un peu appropriée, genre je sais pas un bar chart ou une map parce que c'est des données géographiques mais on pense pas vraiment en fait à quel est ton besoin, quel est ton usage en tant qu'utilisateur qui va consommer ces données. Enfin moi en tout cas j'ai vu 2 types d'usages quand je bossais chez QNB. Il y a les gens qui vont avoir besoin d'aller fouiller un peu, d'aller comparer des données eux-mêmes, d'aller construire un peu leur dataset eux-mêmes, et il faut dans ce cas que tu leur donnes des outils appropriés pour faire ça, qui sont souvent complètement différents des outils que tu vas donner pour un autre use case qui est j'ai pas besoin d'aller fouiller ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin en gros que le système me communique voilà qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois savoir de façon claire et de façon simple. Et voilà, c'est juste des use cases qui sont tellement différents qu'en fait il y a pas vraiment une façon de faire qui répond aux deux. Ouais. Et souvent j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits qui répondent pas du tout à cette question, qui juste vont vers la facilité. Ouais, vont vers la facilité. Mais ton exemple me faisait rire, hein, parce que les données géographiques, effectivement, tu disais, elles sont souvent représentées à tort par des cartes. Alors que la carte, c'est pas forcément la meilleure représentation. Par exemple, si tu veux montrer un classement, une évolution, une causalité, corrélation, quoi que ce soit, enfin bref, c'est vraiment le truc par défaut. Tiens, je te plaque une carte. Il y a des librairies JS qui existent, je te plug la librairie et puis vas-y, en avant rouler jeunesse, quoi. Mais c'est exactement. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ok. On arrive au terme de l'interview. Est-ce que tu parlais des gens qui inspirent? Est-ce qu'il y a des designers qui t'inspirent? Des Français ou même étrangers? Des gens que tu pourrais citer, dont tu suis le parcours ou auquel tu reviens de temps en temps pour voir un peu où ils en sont? Définitivement les Rémi et Tristan que je citais, que voilà, je lis un peu ce qu'ils écrivent, ce genre de choses, et puis de temps en temps on s'écrit. En dehors de ça, c'est vrai que je suis très peu en fait. Je suis des produits plus que des designers. Il y a des produits qui m'intéressent, que je trouve sympas, Quoi par exemple? Revolut par exemple, l'app de banking que je trouve super sympa sur plein de domaines. Deliveroo aussi, j'ai un ami qui bosse là-bas, et pareil sur leur façon de travailler, sur le produit, il y a des trucs que je trouve assez sympas. Ouais, mais je sais pas, un designer en particulier. Ou non, pas hein, s'il y en a pas, il y en a pas. Ouais, non, désolé. Pas de souci, c'est pas.
Du coup, quand t'as des interrogations, il y a deux niveaux. Si jamais t'as des questions, des problématiques concrètes, toi, dans ton taf, vers qui ou vers quoi tu te tournes? C'est quoi? C'est de la lecture, c'est des vidéos, c'est des chats avec des amis, des Rémi Guyot, par exemple, ou comment tu fais pour te sortir de ces situations-là? Ou avoir un feedback externe, prendre du recul. Ouais, beaucoup de chats avec des amis designers, des anciens collègues, des choses comme ça. Très souvent. Et puis c'est vrai que je lis pas mal aussi, mais c'est pas vraiment, en fait, je vais pas lire parce que j'ai un problème ou parce que c'est plus en continu sur du long terme. Si t'as besoin de prendre du recul sur quelque chose, t'as la tête dans le guidon et tout, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en particulier? Du sport, faire des puzzles, j'en sais rien. J'aime bien bouger, moi. Bouger dans le sens où j'ai du mal à rester à mon bureau, travailler sur mon écran. J'aime bien. Moi, je fais beaucoup de choses sur le papier, en fait, beaucoup plus que sur mon ordinateur. Et du coup, j'aime bien les mettre quelque part où j'ai une grande table pour avoir plein de papiers devant moi, faire J'ai un process de design assez particulier aussi, du coup, et j'ai pas mal de feuilles partout, tout autour de moi, qui m'aident à m'organiser. Donc ouais, je bouge beaucoup dans le bureau. D'accord. En deux mots, c'est quoi ce process de design très particulier? Ça consiste en quoi? Alors c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles j'expérimente en continu et j'écris dessus. Là, je prépare un article pour le blog Intercom probablement, mais en gros c'est un process qui est très orienté sur des outcomes très concrets, enfin des résultats très concrets, ou des étapes très concrètes, des choses que tu dois faire. En fait, le problème que j'ai un peu avec la plupart des process de design quand on les décrit, c'est que c'est des choses assez vagues, assez abstraites, diverge, converge, iterate, ce genre de choses. Je pense que ça fait du sens, ça touche des choses qui sont intéressantes et qui sont utiles, mais moi j'avais besoin d'avoir des choses un peu plus concrètes, et du coup je me suis posé la question, quelles sont les choses que je fais en permanence, enfin sur pratiquement tous les projets, et c'est un peu des points clés sur chacun de mes projets, et je suis venu avec un peu ces étapes, et du coup ça passe beaucoup par le papier, mais ces étapes qui me permettent d'explorer un peu les projets de design. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on pourra le lire bientôt alors du coup. Bientôt, je sais pas, ça fait 1 an que je l'écris en fait. Donc, d'accord. Bon, ce sera un nouveau bouquin Intercom. Exactement, ouais, peut-être. Pour terminer sur quelque chose d'un peu plus folklore, est-ce que t'as un tic ou un truc un peu inhabituel que tu fais ou que les gens ont remarqué que tu faisais? Des mauvaises blagues, beaucoup. Ouais, en anglais, je suis assez fort pour ça. Non, je pense que en fait, le truc qui revient le plus souvent, c'est probablement j'ai beaucoup de stylos sur mon bureau. J'adore les stylos justement parce que je fais beaucoup de trucs sans papier et j'ai plein de stylos différents. J'en collectionne et du coup mon bureau est assez étrange, ouais. C'est intéressant. Avec des stylos partout, ouais. C'est des stylos, c'est vraiment en mode voilà, les Staedtler ou l'écriture pour faire tes maquettes, tes croquis, tes trucs, ou c'est juste ton bic lambda? C'est quoi? Non, ouais, c'est plutôt des trucs, des bons stylos en plus. Enfin, pas des stylos super chers ou quoi, mais des stylos que j'aime bien. Voilà, c'est des stylos différents. Donne-moi un exemple, donne-moi une marque, parce que c'est souvent la galère. Je suis assez, c'est important. Je galère à en trouver. Dis-moi. Alors, moi, en ce moment, j'aime beaucoup les stylos Muji. Qui sont super simples. Pareil, le design, super intéressant, super simple, j'adore écrire avec, dessiner avec, c'est vraiment des super stylos, ouais. Muji, ok. Ouais. Je connais pas. Bah, super. Mais canon. Bah, merci beaucoup, Julien. Merci pour ton temps. Ouais, pas de problème, merci beaucoup. Ouais. Voilà,
c'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo c'est @lafrenchtouchfm tout attaché. N'oubliez pas de vous inscrire sur le nouveau podcast Le Pitch pour découvrir de nouvelles startups ou si vous avez envie de pitcher un projet, que vous avez quelque chose à présenter et pour lequel vous avez besoin de tester le marché, récupérer du feedback, voire obtenir des premiers utilisateurs, rendez-vous sur le site www.lepitch.fm. Alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.